Je vais commencer par deux remarques. D'abord, donc je vais vous parler de comptabilité. Comptabilité, ça a à voir avec l'économie, ça a à voir avec le droit, de manière très étroite. Comptabilité, c'est un instrument de preuve qui est utilisé dans le droit des affaires, le droit commercial, le droit fiscal, le droit civil, le droit social, etc. Donc, remarque, conséquence, c'est que quand la comptabilité est défaillante, quand la comptabilité est aveugle, le droit est sérieusement handicapé. Donc on a besoin de bien penser la comptabilité, peut-être de repenser certains aspects. Deuxième remarque, c'est quelque chose qui a été dit par beaucoup pendant ces journées et à cette table il y a quelques instants. Il est clair que la production des produits agricoles, c'est une production jointe paysan-nature. Alors c'est trivial de dire ça, tout le monde le sait. C'est pourtant pas ce que disent les systèmes de comptabilité. Dans les systèmes de comptabilité d'entreprise ou comptabilité nationale, la production agricole, c'est une production au même titre que la production industrielle. Par exemple, dans le système de comptabilité nationale de l'ONU, qui s'appelle SCN, abrégé, c'est version 2008, la production de l'agriculture et des forêts, quand elles sont gérées, c'est-à-dire en Europe, à peu près toutes les forêts sont là, il y a juste des forêts primaires très, très lointaines qui sont exclues. L'ensemble de la production, y compris le croix des arbres, c'est une production au sens économique. C'est-à-dire qu'une des conséquences, c'est quand une forêt est coupée pour faire place à une autre utilisation des terres, par exemple une utilisation agricole ou urbaine, la comptabilité nationale va enregistrer une production de bois, parce que on va vendre le bois en général, une production correspondant aux travaux qui sont réalisés, de restructuration des terres, d'aménagement, et puis un investissement correspondant pour ce montant. Donc voilà comment c'est retracé dans la comptabilité nationale. Rien ne retrace la perte de capital productif, c'est-à-dire le bois que la forêt aurait pu continuer à fournir dans une perspective de gestion à plus long terme. Et bien entendu, pas du tout la perte du capital écosystème que représente la forêt, de toutes les autres fonctions, services qui sont fournis par la forêt. C'est-à-dire que dans une logique économique, et je pense que la comptabilité nationale est cohérente, c'est pas pour dire que c'est faux, c'est pour dire simplement que c'est partiel. Et qu'il faut surtout faire attention de ne pas prendre un système partiel pour une vérité totale. Et dans la comptabilité nationale, les ressources naturelles ne sont prises en considération que si ce sont des ressources économiques et définies de manière très précise, il faut qu'elles soient appropriées et gérées en vue d'un bénéfice. Et à ce moment-là, elles sont valorisées en fonction de leur valeur économique seulement. La valeur économique, c'est une valeur très importante, ce n'est pas la seule valeur. Alors, le fait que l'économie profite de valeurs qui ne sont pas comptabilisées par les bénéficiaires, ce que l'économie appelle les externalités, c'est bien connu, c'est reconnu par tout le monde. Le fait que le capital produit, fabriqué, les machines, les routes, les bâtiments ou les brevets, pour le capital intellectuel, ce ne soit pas l'ensemble du capital utile, c'est aussi généralement admis. Alors on parle maintenant des multiples formes de capital financier, humain, la santé, l'éducation, capital social, capital institutionnel, capital naturel. Alors, capital naturel, il y a le non renouvelable, les ressources géologiques, il y a le renouvelable, les écosystèmes au sens large, y compris le système atmosphère-océan. Donc on admet aujourd'hui qu'il y a beaucoup de formes de capital, ça a été mentionné à la dernière conférence de Rio. Alors il faut noter que toutes ces formes de capital ne sont pas forcément comptabilisables. Mais donc je vais traiter d'une des formes de capital, qui est le capital naturel et dans sa dimension écosystémique. Alors ça fait un moment que ça fait un moment qu'on essaye de le comptabiliser, et récemment il y a eu des progrès notables. Par exemple, le programme TEEB, l'économie des écosystèmes et de la biodiversité en français, qui est maintenant un programme du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et donc il y a eu des essais, il y a eu une très grande recherche pour voir toutes les possibilités de valoriser les services d'écosystèmes et la valeur des écosystèmes. La Banque mondiale a eu des intentions. Il y avait un programme qui s'appelait WAVES, valorisation des
des services d'écosystème et valeur et évaluation de la richesse. Depuis quelques mois, la Banque mondiale s'est repliée sur des habitudes anciennes, disons. Elle ne parle plus beaucoup des services d'écosystème, elle se concentre plutôt sur les ressources naturelles, économiques au sens traditionnel. Et point important, donc l'ONU a décidé de mettre à jour un manuel le système de comptabilité économique environnementale. Et dans les discussions sur la révision de ce manuel, il a été accepté qu'il y ait un manuel expérimental pour faire des comptes d'écosystème. Donc c'est encore expérimental, mais c'est un progrès important parce qu'il y a maintenant une espèce de parapluie sous lequel on peut se protéger pour avancer dans ce domaine. Alors un point que je voudrais souligner, le point de substance assez important. Si on essaye de résumer, peut-être que je résume à l'extrême, mais pour aller vite, il y a deux approches de la comptabilité environnementale. Il y a une première approche traditionnelle, et je dirais toujours très dominante, qui consiste à dire on néglige l'environnement dans la prise de décision politique basée sur des critères économiques, parce que c'est en dehors du champ de la production. Donc essayons d'élargir le champ de la production. Pourquoi pas le champ du marché, de mieux valoriser la nature. Si on valorise mieux la nature, on va y faire attention parce qu'on lui a donné une valeur. On va valoriser les services d'écosystème, comme a parlé, dont a parlé Denis il y a quelques instants. Avec toutes les conséquences. C'est qu'on raisonne dans un cadre théorique bien précis, qui est le cadre de la théorie économique dominante, avec le modèle de l'équilibre général, avec un modèle du capital, qui dit que la valeur du capital, c'est la valeur actualisée des bénéfices futurs que l'on va en tirer. Alors, ça, c'est un cadre qui fonctionne. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans cette logique-là. Dans le cas des services écosystémiques non marchands, donc il y a des services écosystémiques que l'on retrouve dans la production agricole par exemple, et il y a d'autres qui sont, on ne sait pas très bien où ils sont pas vraiment valorisés. Donc l'idée c'est de dire qu'il faut les valoriser sur la base de prix fictifs, qui peuvent être des prix de remplacement, comme il a été dit dans le cas de New York et de l'approvisionnement en eau. Donc on essaye de voir combien ça coûterait de remplacer une fourniture d'eau propre à bon marché naturel par une usine pour purifier l'eau, ou alors sur la base de préférences individuelles exprimées. Alors c'est un point assez fort parce que l'arrière-plan théorique, c'est la théorie du bien-être, le welfare economics, qui est une théorie qui est très individualiste, qui sous-tend c'est la théorie économique dominante depuis 30 ans ou depuis ces 30 dernières années. Et donc l'idée, c'est que tout se résume à l'agrégation de préférences individuelles. Alors, ces préférences peuvent être exprimées dans des enquêtes, ça s'appelle les valeurs contingentes. On demande aux gens combien vous êtes prêts à payer pour ça, et puis après on essaye d'agréger tout ça, ou indirectement, on essaye de voir combien les gens dépensent pour aller visiter un parc naturel, etc. Ces méthodes sont dérivées des études de coût-bénéfice. Et ça s'applique assez bien quand on veut comparer deux projets, par exemple, ou comparer l'intérêt de faire un projet qui va entraîner la disparition d'une zone humide ou d'une forêt. Donc on va essayer de voir. Et ça marche assez bien parce que le cadre est bien défini. Les acteurs peuvent être interrogés. On sait ce dont on discute. Ça peut servir efficacement, il y a des applications très intéressantes pour mesurer aussi la valeur de services écosystémiques. Je dirais le service écosystémique particulier, là où on peut concevoir un marché. Là, on peut dire, voilà les gens qui vont interagir, et au lieu de tout miser sur la production au sens le plus artificiel, essayons de voir si on ne peut pas se mettre d'accord pour conserver des services, parce que finalement, l'ensemble peut être bénéficiaire. Par contre, où cette approche pose des problèmes, et c'est des problèmes sérieux parce que ce sont des choses qui sont très dominantes aujourd'hui, c'est quand on passe de cette approche, je dirais, au cas par cas, quand on essaye de l'intégrer complètement, avec dans l'idée qu'on va corriger la comptabilité nationale, qu'on va calculer des nouveaux agrégats qui vont permettre une meilleure gestion du monde, et pas seulement de la nature.
Alors ça pose des problèmes qui sont à la fois de technique comptable, il y a des problèmes d'agrégation, les problèmes des prix qui ne sont pas calculés de la même façon, etc. Puis ça pose aussi des problèmes qui sont philosophiques, parce que quand on décide de tout valoriser, par exemple de valoriser toute la nature, pour avoir une idée de la richesse totale d'une économie, qui soit une richesse industrielle, financière, intellectuelle, humaine, naturelle, on dit on va tout agréger en monnaie. On calcule ça. Donc il y a un rapport de la Banque mondiale qui s'appelle la richesse totale des nations, qui a même été mis à jour il y a 2 ans. Il y a un rapport de l'an dernier de l'Université des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur la richesse inclusive totale. Et c'est une idée qui est soutenue par des grands économistes très célèbres, Das Gupta, pour ceux qui connaissent un peu, Kenneth Arrow qui a été prix Nobel, Karl Göran Mahler, le célèbre économiste suédois. Et donc l'idée c'est de dire, vraiment si on veut bien gérer tout ça, il faut avoir une vision de long terme et qui intègre tout en un. Et moi je trouve que ça pose un sérieux problème, parce que finalement si on fait comme ça veut dire que tout se résout dans le champ de l'économie, que c'est les valeurs de marché qui vont tout régler. Et c'est pas seulement un procès d'intention que je fais, je vais vous lire, je vais traduire un petit paragraphe des conclusions de ce rapport sur le calcul de Inclusive Wealth, que je vous recommande. Il y a des études particulières qui sont très intéressantes, mais voilà les conclusions. Alors c'est la substitution, le fait qu'on puisse substituer les choses de manière générale. Alors, voilà ce qui est dit. Substitution. Le cadre de la richesse inclusive permet la substitution des différentes formes de capital et empêche de donner, refrains, empêche de donner à quelque forme de capital qu'il soit un intérêt particulier, une valeur particulière. Donc tout peut se remplacer. Ce qui compte, c'est le total. Donc le capital naturel n'est pas protégé pour lui-même, mais pour sa contribution à la base productive totale du pays. Par exemple, un pays avec une forêt très large, avec une forte valeur commerciale, pourra, selon la mesure de la richesse inclusive, convertir une partie de cette forêt, de son stock de forêt, dans d'autres formes de capital pour créer des actifs dont il a besoin pour développer le bien-être de ses citoyens et se maintenir sur un pas de développement soutenable. Si ceux qui ont vu le film d'ouverture de cette conférence sur la Papouasie, la Nouvelle-Guinée, vous comprenez ce que ça veut dire. Et ça, c'est écrit en toutes lettres. Et alors, la dernière phrase est très significative aussi. Le degré de substituabilité entre les formes de capital est déterminé par le ratio des prix fictifs des capitales en question. Le prix fictif est la clé pour déterminer le degré de substitution et de transformation de capital dans le pays. Ça veut dire qu'il arrive un moment, si on va dans cette logique, il n'y a plus besoin de Parlement, il n'y a plus besoin de gouvernement, il y a juste besoin d'économistes avec un bon modèle et qui va dire quels sont les choix optimums. Donc c'est un cas extrême, bien sûr, de cette approche par la valorisation, mais je pense que c'est important à un moment où on en parle beaucoup, de voir que ça a des intérêts, des applications pratiques positives, mais que ça doit être utilisé en sachant raison garder, disons, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au niveau de la communauté des économistes internationaux. Donc sur la base de ces problèmes, et depuis longtemps, il y a d'autres approches qui ont été tentées, et qui, au lieu de considérer que tout doit se régler à l'intérieur du système économique, considèrent qu'il y a de multiples systèmes qui existent sur la Terre, on fait des analyses de systèmes, et qu'on peut faire plusieurs analyses de systèmes. Il y a le système économique, il y a les systèmes sociaux, les systèmes culturels, il y a le système naturel, les systèmes géologiques, les systèmes écosystémiques. Alors on peut remonter à loin. Je vais citer un projet un projet français dans lequel j'ai participé il y a une trentaine d'années, qui s'appelait la comptabilité du patrimoine naturel. Et dans la comptabilité du patrimoine naturel, il était dit d'entrée de jeu qu'il y avait trois fonctions du capital naturel, économique, socioculturel et écologique, qui étaient irréductibles l'une à l'autre. Jean-Louis, combien de temps? 5 minutes? 3 minutes.
3 minutes, Moins de. C'est pas substituable. Ce que je veux dire. Non, je vais essayer d'aller très vite. 3 minutes. Donc on pourrait parler de Norgard aux États-Unis, à Berkeley, qui a parlé de la coévolution des systèmes. Et donc dans cette philosophie, l'Agence européenne a mis en place une comptabilité du capital écosystème qui ne commence pas par une comptabilité monétaire, qui n'est pas tout monétaire, qui est d'abord une comptabilité physique. Et donc le but de cette comptabilité écosystémique, c'est de mesurer la capacité de long terme, on l'appelle capabilité pour indiquer que l'aspect durabilité est essentiel, capacité de long terme à fournir des services, les services qui sont exploités de manière économique et les autres services. Les services qui sont privatifs, qui rapportent des bénéfices à leurs propriétaires, et les services qui correspondent à des bénéfices pour la collectivité. Donc ce qu'on cherche à mesurer, c'est la dégradation ou l'amélioration, parce qu'il y a des cas d'amélioration de l'écosystème, point de vue de sa productivité, de sa robustesse, de sa résilience, etc. Et à le mesurer de manière intégrée, d'avoir un seul indicateur, de ne pas couper l'écosystème en petits bouts, mais d'essayer d'avoir un indicateur qui va être composite, mais qui va être aussi synthétique qu'est la valorisation en monnaie du point de vue du système économique. Alors si on fait ça, on a la possibilité de mesurer l'équivalent de l'amortissement du capital pour l'écosystème. Donc la dégradation, c'est un amortissement qui n'est pas financé. Puisqu'il y a dégradation, personne ne paye. On ne paye pas pour réhabiliter, restaurer l'écosystème. Si on veut faire ça, ça veut dire qu'il faut se définir des normes sociales. Donc c'est une discussion qu'on peut avoir sur des normes sociales que l'on veut avoir pour l'écosystème. Il y a une norme comptable qui est on ne dégrade pas le capital, on l'amortit, on doit le maintenir dans le temps. Ça, cette norme, elle est absolument générale. Et il y a d'autres normes qui résultent des conventions, des lois, dans lesquelles il y a des objectifs sociaux qui ont été définis et qui permettent de construire cette comptabilité, cette mesure de la dégradation. J'ai fini. Donc, si à partir de là, on retourne à l'économie de plusieurs manières. On peut mesurer la soutenabilité des productions marchandes, pour commencer, ce qui est rarement fait. On peut valoriser les services écosystémiques un par un dans les conditions que j'ai définies. On peut mesurer la valeur de l'amortissement qui n'est pas payé, et puis ça peut servir de base pour des taxes, etc. Ou on peut simplement faire un bilan écologique dans lequel on va enregistrer quelles sont les dettes et les crédits écologiques. Et si ce bilan écologique peut être établi, je pense qu'il y a des institutions financières, des agences de notation, des compagnies d'assurance qui ne vont pas tarder à s'en servir pour repérer quels sont les agents qui accumulent des dettes écologiques et qui se mettent en situation de risque, etc. Excusez-moi, j'ai été trop long comme d'habitude.